Dans l'effervescence matinale de l'aéroport Charles de Gaulle, où le bourdonnement des voyageurs se mêle au cliquetis des valises à roulettes et aux annonces nasillardes des haut-parleurs, une scène discrète mais lourde de sens se déroule à la porte d'embarquement du vol Étoile d'Azur à destination de Londres. Margot Lefebvre, une hôtesse de l'air expérimentée, au chignon impeccable et au sourire professionnel qui ne s'étend jamais jusqu'à ses yeux, scrute les passagers avec une vigilance presque mécanique. Lorsqu'une famille d'apparence modeste, un père, Pierre Dubois, et ses deux filles jumelles, Claire et Camille, âgées de 15 ans, présentent des billets de première classe, le regard de Margot se durcit, ses lèvres se pincent en une ligne fine. Ignorant que Pierre est le discret propriétaire de la compagnie aérienne Étoile d'Azur, elle remet en question leur droit d'être là, déclenchant une série d'événements qui mettront à l'épreuve non seulement sa propre conception du monde, mais aussi la résilience d'une famille unie par l'amour et la curiosité. Ce moment, suspendu entre la routine d'un embarquement et la tension d'un malentendu, allait révéler les failles subtiles des préjugés humains, dans un espace où l'élégance parisienne rencontre les attentes rigides d'une hôtesse trop zélée. Pierre Dubois, la cinquantaine élégante, traverse les couloirs de l'aéroport avec une assurance tranquille, celle d'un homme qui a appris à naviguer dans le monde sans jamais avoir besoin de proclamer sa réussite. Son costume, taillé dans une étoffe gris anthracite d'une finesse discrète, ne porte aucune marque ostentatoire, pas plus que ses lunettes à monture fine ou ses mocassins patinés par des années de voyage. Il y a 30 ans, Pierre n'était qu'un jeune homme ambitieux, travaillant dans un bureau exigu du quartier Montparnasse, rêvant de révolutionner l'aviation française. Avec une détermination farouche, il a transformé ce rêve en réalité, faisant d'Étoile d'Azur une compagnie respectée, connue pour son service irréprochable et son engagement envers l'équité. Pourtant, Pierre préfère l'anonymat. Il n'aime pas les projecteurs, ni les accolades publiques. Lorsqu'il voyage, il se fond parmi les passagers, observant le fonctionnement de sa compagnie à travers les interactions quotidiennes, sans jamais révéler qu'il en est le maître. Ce matin-là, il est accompagné de ses deux filles, Claire et Camille. Des jumelles presque indiscernables au premier regard, mais chacune unique dans son essence. Claire, l'aînée de 5 minutes, est une intellectuelle dans l'âme, une amoureuse des lettres françaises, capable de citer Montaigne ou Simone de Beauvoir avec une aisance déconcertante pour son âge. Son sac à dos, orné d'un badge à l'effigie de la Sorbonne, contient un carnet où elle note ses réflexions sur les romans qu'elle dévore et les événements historiques qu'elle étudie avec passion. Elle rêve de visiter la British Library à Londres, d'y découvrir des manuscrits anciens et de marcher sur les traces des écrivains qui ont façonné la pensée européenne. Camille, en revanche, est une artiste, une rêveuse dont les yeux brillent lorsqu'elle observe les jeux de lumière sur une vitre ou les silhouettes des passants. Son carnet de croquis, déjà à moitié rempli de dessins de Paris, des quais de la Seine aux gargouilles de Notre-Dame, est son compagnon fidèle. Elle anticipe Londres avec une excitation presque palpable, imaginant les couleurs vibrantes des galeries du Tate Modern ou les ombres dramatiques de la Tamise au crépuscule. Les jumelles, vêtues de sweatshirts gris et de baskets usées, portent des sacs à dos aux motifs colorés, vestiges de leurs années de collège. Leur enthousiasme juvénile contraste avec la retenue de leur père, mais Pierre savoure leur énergie, voyant en elles l'avenir qu'il a toujours voulu leur offrir. Un monde où la curiosité et l'ouverture d'esprit triomphent des barrières. Ce voyage à Londres, soigneusement planifié depuis des mois, est pour Pierre bien plus qu'une escapade touristique. C'est une leçon de vie, une occasion d'élargir l'horizon de ses filles, de leur montrer que le monde est un kaléidoscope de culture, d'idées et d'histoire. Sa femme, Élise, une professeure de littérature à l'université, n'a pas pu les accompagner à cause de ses engagements académiques, mais elle a encouragé cette aventure avec ferveur. « Laissez-les découvrir, Pierre », avait-elle dit, un sourire complice illuminant son visage. Londres leur ouvrira les yeux. Pierre, convaincu que le voyage est une école en soi, a réservé 3 billets en première classe, non pas pour le luxe, mais pour le confort et la tranquillité qu'il souhaite offrir à ses filles. Il a effectué la réservation de manière anonyme, comme à son habitude, sans jamais signaler son statut au personnel de la compagnie. Parfois, un employé le reconnaît, un hochement de tête discret, un sourire entendu, mais le plus souvent il passe inaperçu, et c'est exactement ce qu'il préfère. Il veut voir le monde tel qu'il est, sans le filtre de la déférence que son titre pourrait inspirer. À la porte d'embarquement, l'atmosphère est électrique, saturée par l'anticipation des voyageurs et la rigueur des formalités. Margot Lefebvre, forte de ses 20 ans d'expérience dans les airs, se tient droite, son uniforme bleu marine impeccablement repassé, son badge scintillant sous les néons. Elle est connue pour sa discipline, son sens du détail, mais aussi pour une certaine rigidité. Pour Margot, la première classe est un sanctuaire,
un espace réservé à une élite qu'elle imagine en costume 3 pièces ou en robe de créateur, des voyageurs au comportement policé et à l'allure sophistiquée. Lorsqu'elle pose les yeux sur Pierre et ses filles, son regard s'aiguise. Les sweatshirts des jumelles, leurs baskets usées, leurs sacs à dos aux couleurs criardes ne correspondent pas à l'image qu'elle se fait des passagers de première classe. Pierre, bien que vêtu avec élégance, n'affiche aucun signe ostentatoire de richesse, pas de montre en or, pas de mallette en cuir de marque. Cette simplicité, pour Margot, est suspecte. « Monsieur, ce sont des billets de première classe », dit-elle en prenant les billets que Pierre lui tend, sa voix teintée d'une politesse froide et d'une pointe de doute. « Êtes-vous sûr d'être dans la bonne file ?» Pierre, habitué à ce genre de situation, répond avec un sourire calme. « Oui, c'est bien cela, merci de vérifier. » Mais Margot ne se satisfait pas de cette réponse. Elle scanne les billets avec une lenteur délibérée, jetant des coups d'œil furtifs aux jumelles, qui discutent à voix basse de leur projet à Londres. Claire, excitée, mentionne un livre sur l'histoire de Westminster qu'elle a lu, tandis que Camille dessine distraitement un avion sur la couverture de son carnet. Le regard de Margot s'attarde sur elle, comme si leur présence même était une anomalie. Tout semble en ordre. Pour l'instant, murmure-t-elle, rendant les billets à Pierre avec une réticence visible. Elle fait un pas en arrière, mais ses yeux restent fixés sur la famille, comme si elle attendait une preuve supplémentaire de leur légitimité. Assise à quelques mètres, Madame Véronique, une retraitée parisienne élégante, observe la scène avec une indignation croissante. Vêtue d'un tailleur Chanel et d'un foulard Hermès, elle est une habituée de la première classe, voyageant souvent entre Paris et Londres pour rendre visite à sa fille, qui travaille à la City. Elle trouve l'attitude de Margot déplacée, presque insultante. « Cette hôtesse est bien trop zélée », murmure-t-elle à son voisin, un homme d'affaires plongé dans le Figaro. On dirait qu'elle juge ces pauvres gens sur leur apparence. L'homme hausse les épaules, indifférent, mais Véronique, avec son sens aigu de la justice forgé par des décennies dans les cercles culturels parisiens, décide de garder un œil sur la situation. Elle note mentalement le nom de Margot, visible sur son badge, et se promet d'écrire à la compagnie si nécessaire. Une fois à bord, la famille Dubois s'installe dans la cabine de première classe, un espace feutré aux sièges larges et aux écrans tactiles dernier cri. Claire, curieuse, explore immédiatement le système de divertissement, cherchant un documentaire sur la Révolution française, tandis que Camille sort son carnet et commence à esquisser le hublot, capturant les reflets argentés des ailes de l'avion. Pierre, assis entre elles, observe leur enthousiasme avec un sourire discret. Il aime ces moments où ses filles s'émerveillent, où leur monde s'agrandit à chaque nouvelle expérience. Mais la quiétude est de courte durée. Margot, postée à l'entrée de la cabine, ne peut s'empêcher de revenir vers eux. « Monsieur, puis-je voir vos billets une nouvelle fois, s'il vous plaît ?» demande-t-elle, son ton courtois, mais chargé d'une suspicion à peine voilée. Pierre, toujours calme, lui tend les documents. « Y a-t-il un problème ?» demande-t-il, ses yeux scrutant ceux de Margot avec une intensité mesurée. « Simple vérification », répond-elle, examinant les billets comme si elle cherchait une erreur, un faux, une irrégularité. Elle les rend finalement, mais son regard s'attarde sur les jumelles, qui échangent un coup d'œil inquiet. Claire, plus sensible que sa sœur, murmure à son père. « Papa, pourquoi elle nous regarde comme ça? On a fait quelque chose de mal ?» Pierre pose une main rassurante sur son épaule. « Non, ma chérie. Elle fait juste son travail. Peu. Être un peu trop. Ne t'inquiète pas, profite du vol. » Mais l'incident laisse une trace. Camille, habituellement insouciante, baisse les yeux sur son carnet, ses doigts serrant son crayon un peu plus fort. Pierre, lui, sent une légère irritation monter, non pas pour lui-même, mais pour ses filles. Il a déjà été confronté à des préjugés, pour ses origines modestes, pour sa discrétion qui détonne dans un monde où l'on exhibe souvent sa réussite. Mais voir ses filles, pleines d'innocence et d'enthousiasme, être jugées ainsi le touche profondément. Il décide néanmoins de ne pas réagir sur le champ. Il a appris, au fil des années, que la patience et la discrétion sont souvent plus efficaces que la confrontation directe. Pendant que l'avion décolle, le grondement des moteurs emplissant la cabine, Pierre se remémore ses débuts. Il revoit ce jeune homme qu'il était, travaillant tard dans un bureau exigu, rédigeant des plans d'affaires sur un vieux ordinateur. Il avait grandi dans une famille ouvrière de la banlieue parisienne où chaque franc était compté, où les rêves semblaient hors de portée. Pourtant, il avait cru en lui, en sa vision d'une compagnie aérienne qui traiterait chaque passager avec respect, qu'il soit en costume cravate ou en jean usé. Cette vision est au cœur d'Étoiles d'Azur, et Pierre s'est toujours efforcé de l'incarner, même dans l'anonymat. Ce voyage avec ses filles est une extension de cette philosophie. Leur montrer que le monde, malgré ses imperfections, est un lieu où l'on peut apprendre, grandir
et surmonter les obstacles. Dans la cabine, l'ambiance est contrastée. Les autres passagers de première classe, un mélange d'hommes d'affaires, de couples élégants et d'une starlette discrète cachée derrière des lunettes de soleil, vaquent à leurs occupations. Madame Véronique, installée quelques rangs derrière, continue d'observer Margot avec un mélange de méfiance et de curiosité. Lorsque l'hôtesse passe avec un plateau de boissons, elle sert Pierre et ses filles avec une efficacité froide, sans répondre au « merci » enthousiaste de Claire, ni au sourire timide de Camille. « Un jus d'orange, s'il vous plaît » demande Claire, sa voix polie mais teintée d'une légère tension. « Et un soda pour moi » ajoute Camille. Margot dépose les verres sur leur tablette sans un mot, puis s'éloigne rapidement. Véronique, agacée, griffonne une note dans son carnet. Étoile d'azur, vol 142. Hôtesse Margot Lefebvre. Comportement inacceptable. Au fil du vol, la tension s'installe subtilement. Claire, casque sur les oreilles, regarde un documentaire sur Voltaire, mais son regard revient sans cesse vers Margot, qui semble surveiller leur rangée avec une insistance presque obsessionnelle. Camille, concentrée sur son croquis, dessine les contours d'un nuage vu par le hublot, mais ses traits sont plus nerveux, moins fluides qu'à l'accoutumée. Pierre, feignant de lire un magazine économique, sent le poids du regard de Margot. Il connaît ce type de méfiance, ces jugements hâtifs basés sur l'apparence. Il a déjà été sous-estimé, jugé pour ses origines modestes ou pour son refus de se conformer aux stéréotypes du grand patron. Mais ce qui le trouble le plus, c'est l'impact sur ses filles. Il voit dans leurs yeux une lueur de doute, une blessure naissante, et cela ravive en lui une détermination farouche à protéger leur confiance en elle. Vers le milieu du vol, une autre hôtesse, Sophie, plus jeune et chaleureuse, prend le relais pour le service du dîner. Contrairement à Margot, elle s'adresse à la famille avec une amabilité naturelle. « Vous allez à Londres pour les vacances » demande-t-elle aux jumelles, un sourire sincère illuminant son visage. Claire, ravie de l'attention, explique son projet de visiter la British Library, tandis que Camille partage son envie de dessiner la Tamise. Sophie, visiblement intéressée, leur recommande une petite galerie près de South Bank. « Vous allez adorer, c'est un endroit parfait pour les artistes » dit-elle à Camille. Pierre, reconnaissant, apprécie ce moment de bienveillance. Il sait que des employés comme Sophie sont l'âme d'Étoile d'Azur, ceux qui incarnent les valeurs qu'il a instillées dans sa compagnie. Mais Margot ne désarme pas. Peu avant l'atterrissage, elle s'approche à nouveau, son ton toujours aussi formel. « Monsieur, je dois vérifier vos passeports. C'est une exigence pour les mineurs voyageant à l'international. » Pierre, dont la patience commence à s'effriter, sort les documents de son sac. Voici. Tout est en règle, comme les billets. Margot examine les passeports avec une minutie exagérée, tournant chaque page comme si elle cherchait une irrégularité. À côté, un autre membre de l'équipage, un steward nommé Julien, observe la scène avec un malaise visible. « Tout va bien, Margot » demande-t-il, son ton hésitant. Elle hoche la tête, rend les passeports et s'éloigne, mais son attitude a laissé une marque. Claire, les joues rouges, murmure « Papa ». Elle pense qu'on n'a pas le droit d'être ici. Camille, plus réservée, ajoute « C'est pas juste ». Pierre, maîtrisant son irritation, répond doucement « Vous avez tout à fait le droit d'être ici. Ce n'est pas à elle de décider qui mérite quoi. On réglera ça après le vol. » Lorsque l'avion atterrit à Heathrow, la cabine s'anime. Les passagers rassemblent leurs affaires, les ceintures se détachent, les conversations reprennent. Margot, fidèle à son poste, remercie chaque passager avec une politesse mécanique. Lorsque la famille Dubois passe devant elle, elle leur adresse un hochement de tête crispé, sans un mot. Sophie, en revanche, leur souhaite un merveilleux séjour à Londres, avec une chaleur qui contraste vivement avec l'attitude de sa collègue. À la sortie de l'avion, Madame Véronique s'approche discrètement de Pierre. « Monsieur, je n'ai pu m'empêcher de remarquer le comportement de cette hôtesse. Ce n'était pas correct. Je vais écrire à la compagnie. » Pierre, surpris par cet élan de solidarité, la remercie. « C'est très aimable de votre part. Je m'en occupe également. » Véronique hoche la tête, satisfaite, et disparaît dans la foule. En franchissant le contrôle des passeports, Pierre sent encore la tension dans les épaules de ses filles. Il leur propose de s'asseoir un moment dans le hall des arrivées. « Gardez un œil sur les valises, je vais parler à quelqu'un. » Il se dirige vers un comptoir d'assistance d'Étoile d'Azur, où il présente sa carte de membre élite. L'agent, un jeune homme nommé Étienne, le reconnaît immédiatement. « Monsieur Dubois, comment puis-je vous aider ?» Pierre, toujours discret, explique calmement. « J'aimerais signaler un problème avec une hôtesse sur le vol 142 de Paris. Elle s'appelle Margot Lefebvre. Son comportement était inapproprié, et je veux que cela soit examiné. » Étienne, sérieux.
Prends des notes, je vais transmettre cela immédiatement. Nous prenons ces plaintes très au sérieux. Pierre hoche la tête. Merci. Mes filles et moi voulons simplement profiter de Londres. Je compte sur vous pour traiter cela. De retour auprès de Claire et Camille, Pierre les trouve en train de discuter de leurs plans pour la journée. Claire, un guide touristique à la main, parle avec excitation de la tour de Londres, tandis que Camille feuillette son carnet, montrant un croquis du terminal de l'aéroport. « On va s'amuser, papa ?» demande-t-elle, un sourire timide sur les lèvres. Pierre passe un bras autour de leurs épaules. « Absolument. Londres nous attend. » Alors qu'il quitte l'aéroport, montant dans un taxi noir emblématique, Pierre sent une résolution ferme s'installer en lui. Il ne laissera pas l'incident ternir leur voyage, mais il veillera à ce que justice soit faite, non pas pour lui, mais pour tous les passagers qui méritent d'être traités avec respect. Le ciel londonien, gris mais prometteur, s'ouvre devant eux, et avec lui, la promesse d'une aventure qui, malgré ses débuts difficiles, marquera leur cœur à jamais. Londres s'ouvre à la famille Dubois comme un tableau vivant, où les bus rouges à 2 étages côtoient les taxis noirs emblématiques, et où les flèches gothiques de Westminster perçant un ciel gris perle, typique de l'Angleterre. Après l'incident désagréable à bord du vol Étoile d'Azur, Pierre Dubois et ses filles jumelles, Claire et Camille, âgées de 15 ans, se laissent emporter par la magie de la ville, déterminés à ne pas laisser une hôtesse mal avisée ternir leur aventure. Pierre, discret propriétaire de la compagnie aérienne, a déjà signalé le comportement de Margot Lefebvre, l'hôtesse qui les a injustement ciblés à cause de leur apparence décontractée. Tandis que les jumelles explorent les musées et les ruelles animées de Covent Garden, une tempête administrative se prépare à Paris, où les responsables d'Étoile d'Azur commencent à examiner la plainte de Pierre. Ce chapitre, entre découvertes culturelles et confrontations internes, révèle non seulement la richesse d'un voyage initiatique, mais aussi les rouages d'une entreprise confrontée à ses propres failles, dans un monde où les apparences peuvent tromper et où la justice demande patience et persévérance. Dès leur arrivée à l'hôtel, un établissement élégant niché près de Bloomsbury, Pierre sent la tension du vol s'estomper. Les jumelles, excitées, s'installent dans leur chambre, dont les fenêtres donnent sur une rue bordée de façades géorgiennes. Claire, l'intellectuelle passionnée de littérature, sort immédiatement son carnet pour noter ses premières impressions de Londres, comparant l'architecture à celle des hôtels particuliers parisiens du Marais. Camille, l'artiste rêveuse, ouvre son carnet de croquis et commence à dessiner les contours d'un réverbère qu'elle a aperçu en chemin, capturant les reflets humides de la chaussée. Pierre, observant ses filles avec une tendresse silencieuse, se remémore les paroles de sa femme, Élise, « Laisse-les découvrir, Pierre. Le monde leur apprendra bien plus que n'importe quel livre. Il sait qu'elle a raison. Ce voyage est une occasion pour Claire et Camille de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de comprendre que la beauté et la complexité du monde dépassent les frontières de leur Paris natal. » Le lendemain matin, après un petit déjeuner anglais copieux, œufs brouillés, bacon croustillant et toasts accompagnés de marmelade d'orange, la famille se dirige vers le Tate moderne. Camille, fascinée par les couleurs audacieuses des tableaux de Turner, s'arrête longuement devant la tempête de neige, hypnotisée par les tourbillons de lumière et de brouillard. « C'est comme si la toile respirait », murmure-t-elle, son crayon traçant des esquisses rapides dans son carnet. Claire, quant à elle, préfère flâner dans les salles dédiées aux œuvres littéraires exposées temporairement, lisant des lettres manuscrites de Virginia Woolf avec une admiration presque religieuse. Pierre, en retrait, savoure ces moments où ses filles s'éveillent au monde. Il pense à sa propre jeunesse, lorsqu'il découvrait Paris à travers les bibliothèques publiques et les musées gratuits, nourrissant son ambition avec chaque page tournée, chaque tableau admiré. Leur exploration les mène ensuite à Covent Garden, où l'ambiance festive des artistes de rue et des boutiques artisanales enchante les jumelles. Camille s'arrête devant un violoniste qui joue un air mélancolique de Vivaldi. Sans réfléchir, elle sort son carnet et commence à dessiner son visage, capturant l'émotion brute de ses traits. Une petite foule se forme autour d'elle, fascinée par la précision de ses traits. Un touriste italien, un homme d'une quarantaine d'années avec une écharpe en laine, s'approche et demande, dans un anglais teinté d'accent, « Puis-je acheter ce dessin ? Il est magnifique. » Camille, rougissante, secoue la tête. « Oh non, c'est juste un brouillon, mais merci. » Pierre, amusé, pose une main sur son épaule. « Tu as du talent, ma chérie. Ne le sous-estime pas. » Ce moment, simple mais significatif, redonne à Camille une confiance que l'incident du vol avait légèrement ébranlée. Claire, de son côté, découvre une librairie d'occasion nichée dans une ruelle adjacente. À l'intérieur, elle tombe sur un exemplaire usé de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et engage la conversation avec un jeune lycéen anglais, James,
qui partage sa passion pour la littérature. James, avec ses lunettes rondes et son enthousiasme débordant, lui parle d'un club de lecture qu'il fréquente. On lit Les Misérables en ce moment, tu connais? Demande-t-il. Claire, ravie, acquiesce. Bien sûr. Hugo est un génie. Mais je trouve que Dickens a une façon unique de peindre les personnages, non? Leur discussion, ponctuée de rires, dure près d'une demi-heure, et James l'invite à rejoindre son club lors d'une prochaine visite. Claire décline poliment. Leur séjour est trop court. Mais elle repart avec un sourire, un livre sous le bras et le sentiment d'avoir tissé un lien, même fugace, à des milliers de kilomètres de chez elle. Pendant ce temps, à Paris, la plainte de Pierre atteint les bureaux d'Étoile d'Azur, situés dans un immeuble moderne du quartier de la Défense. Antoine Moreau, le directeur exécutif, un homme à la carrure imposante et au regard perçant, lit le courriel de Pierre avec une attention croissante. Bien qu'il ignore l'identité réelle de l'auteur de la plainte, Pierre a signé sous son nom de passager, sans mentionner son rôle de propriétaire. La gravité des accusations attire son attention. Il convoque immédiatement Isabelle, la superviseure de Margot, et demande à consulter le dossier de l'hôtesse. Ce qu'il découvre ne le surprend qu'à moitié. Margot, bien que compétente, a déjà été signalée 2 ans plus tôt pour des remarques déplacées envers une famille maghrébine voyageant en première classe. L'incident avait été étouffé après une mise en garde informelle. Mais Antoine sent que cette fois, l'affaire exige une réponse plus ferme. Pour éclaircir les faits, Antoine contacte Sophie, l'autre hôtesse du vol, connue pour sa bienveillance et son professionnalisme. Assise dans une salle de pause à Roissy, Sophie répond par téléphone, son ton calme mais précis. Oui, Margot a vérifié les billets de la famille Dubois au moins 3 fois. Elle a même demandé leur passeport après le décollage, ce qui m'a semblé excessif. Le père était très courtois, mais les filles avaient l'air mal à l'aise. Antoine prend des notes, son visage crispé. A-t-elle donné une raison? Sophie hésite. Elle a dit qu'elles étaient trop décontractées pour la première classe. Je crois qu'elle a jugé leur apparence. Antoine remercie Sophie et raccroche, convaincu que l'incident révèle un problème plus profond. Pendant ce temps, Pierre reçoit un courriel inattendu d'un ancien collègue, Luc, qui a quitté Étoile d'Azur pour rejoindre une compagnie concurrente. Luc, ayant eu vent de l'incident par un contact interne, écrit « Pierre, j'ai appris pour le vol. Ce n'est pas la première fois que Margot cause des problèmes. Il y a 2 ans, elle a fait des commentaires sur une famille qui ne correspondait pas à la première classe. Tu devrais peut-être intervenir directement. » Pierre, assis dans le salon de l'hôtel, lit le message avec une pointe d'agacement. Il n'aime pas l'idée d'utiliser son statut pour forcer une résolution, mais l'idée que Margot ait un historique de comportement discriminatoire le trouble. Il décide de laisser Antoine gérer pour l'instant, confiant en la rigueur des procédures qu'il a lui-même mises en place. À Londres, la famille poursuit son exploration. Il visite la British Library, où Claire s'émerveille devant un manuscrit original de Macbeth. « Papa, tu imagines, Shakespeare a touché ce papier !» s'exclame-t-elle, ses yeux brillants. Camille, moins impressionnée par les vieux livres, préfère dessiner les arches de la bibliothèque, capturant leur majesté gothique. Pierre, observant leur complicité, se sent apaisé. Il sait que ces moments, ces éclats de curiosité et de joie, sont ce qu'il voulait offrir à ses filles. Pourtant, l'incident du vol plane encore dans leurs esprits. Au dîner, dans un pub chaleureux près de Trafalgar Square, Claire aborde le sujet. « Papa, pourquoi cette hôtesse nous regardait comme si on n'avait pas le droit d'être là ?» demande-t-elle, sa fourchette suspendue au-dessus d'une assiette de fish and chips. Camille ajoute, plus doucement. « Ça m'a fait sentir. Petite. » Pierre pose ses couverts, cherchant ses mots avec soin. Parfois, les gens jugent sur ce qu'ils voient, pas sur ce qui est vrai. Vous êtes ici parce que vous le méritez, comme tout le monde. Ce n'était pas votre faute, mais la sienne. À Paris, Antoine organise une réunion dans une salle de conférence austère, où les néons crus contrastent avec les fauteuils en cuir. Margot, convoquée avec Isabelle, entre avec une assurance teintée de défiance. Elle porte son uniforme avec la même rigueur qu'à bord, mais son visage trahit une légère nervosité. Antoine, direct, expose les faits. « Madame Lefebvre, une plainte a été déposée contre vous concernant le vol 142 de Paris à Londres. Vous avez questionné à plusieurs reprises la légitimité des billets d'une famille en première classe, causant un malaise évident. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?» Margot, droite comme un piquet, répond « J'ai suivi le protocole. Ces filles étaient trop jeunes, trop décontractées. J'ai cru qu'il y avait une erreur, peut-être un surclassement non autorisé.
Isabelle, sa superviseure, fronce les sourcils. Le protocole ne demande pas de vérifier 3 fois des billets valides. Margot, vous avez dépassé les bornes. Antoine, impassible, poursuit. Selon une passagère, Madame Véronique, votre comportement était inapproprié. Une autre hôtesse, Sophie, a confirmé que vos actions semblaient motivées par l'apparence des passagers. Margot, déstabilisée, tente de se défendre. Je voulais protéger l'expérience des autres voyageurs en première classe. C'est mon rôle de maintenir un certain standing. Antoine échange un regard avec Isabelle, son ton devenant plus ferme. Le standing, c'est le respect, pas un code vestimentaire. Ces passagers avaient des billets valides. Votre insistance était injustifiée. Il marque une pause, puis ajoute « Vous suivrez une formation obligatoire sur la diversité et le respect. Une lettre d'avertissement sera ajoutée à votre dossier. » Margot, les joues empourprées, hoche la tête, mais son regard reste fixé sur la table. Elle commence à réaliser que ses préjugés, forgés par des années à juger les gens sur leur apparence, l'ont menée à une erreur. De retour à Londres, la famille Dubois savoure une soirée au Globe Théâtre, où une représentation de Le Songe d'une nuit d'été fait rire Claire et Camille aux éclats. Pierre, observant leur joie, sent une vague de gratitude l'envahir. Il sait que l'incident avec Margot n'a pas entamé leur enthousiasme, mais il reste déterminé à s'assurer que de tels comportements ne se reproduisent pas. Dans leur chambre d'hôtel, alors que les jumelles feuillettent leurs souvenirs, un ticket de musée pour Claire, un croquis de la Tour de Londres pour Camille, Pierre vérifie son téléphone. Un courriel d'Antoine confirme que l'enquête est en cours et qu'une réunion avec Margot a eu lieu. Pierre hoche la tête. Satisfait, il sait que le système qu'il a bâti fonctionne, mais il ressent aussi une pointe de tristesse en pensant à ceux qui, sans son influence, pourraient subir un traitement similaire sans recours. Le lendemain, la famille explore Westminster, où Claire prend des notes frénétiques sur l'histoire de l'abbaye, tandis que Camille dessine les vitraux, captivée par leurs couleurs éclatantes. Pierre, en retrait, observe les passants, les touristes, les londoniens pressés. Il pense à sa propre histoire, à ce jeune homme qui a cru en un rêve malgré les obstacles. Ce voyage, malgré ses débuts difficiles, renforce sa conviction que l'éducation et l'ouverture d'esprit sont les clés d'un monde meilleur. Alors que le soleil se couche sur la Tamise, projetant des reflets dorés sur l'eau, Pierre prend la main de ses filles. « Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui » demande-t-il. Claire répond « Que l'histoire est vivante, papa. Elle est partout ici. » Camille ajoute, avec un sourire, « Et que chaque endroit a une histoire à raconter, même un vieux pont. » Pierre sourit. Le cœur léger. Le chapitre se clôt sur cette image. Une famille unie, explorant un monde imparfait mais plein de promesses, tandis qu'à Paris, les graines d'un changement discret commencent à germer. Le voyage à Londres touche à sa fin et la famille Dubois, après une semaine riche en découvertes, se prépare à regagner Paris. Sous le ciel gris de Heathrow, où les annonces des vols se mêlent au brouhaha des voyageurs, Pierre Dubois et ses filles jumelles, Claire et Camille, avancent vers la porte d'embarquement d'Étoile d'Azur avec une légèreté nouvelle. L'incident avec Margot Lefebvre, l'hôtesse qui avait remis en question leur droit d'être en première classe, semble s'estomper, relégué au rang de souvenirs désagréables face à l'éclat des musées, des théâtres et des ruelles londoniennes. Pierre, le discret propriétaire de la compagnie aérienne, a laissé ses équipes parisiennes gérer la plainte qu'il a déposée, confiant en la rigueur des procédures qu'il a instaurées. À bord de ce vol retour, l'accueil chaleureux de l'équipage contraste avec la froideur de l'allée, offrant à la famille un moment de paix. Pourtant, dans les coulisses, une transformation s'opère. Margot, confrontée à ses propres préjugés, entame un chemin de rédemption, tandis que Claire et Camille, marquées par leur expérience, grandissent avec une conscience aiguë de l'importance de l'équité. Ce chapitre, tissé de réflexions, de retrouvailles et de leçons subtiles, célèbre la puissance d'un voyage, dans les airs comme dans l'âme, pour changer les perspectives et semer les graines d'un monde plus juste. À l'aéroport, l'ambiance est plus calme que lors de leur départ de Paris. Les jumelles, leur sac à dos rempli de souvenirs, un recueil de poèmes de Keats pour Claire, une boîte de pastels pour Camille, discutent avec animation de leur séjour. Claire, toujours absorbée par ses pensées littéraires, évoque une visite à la maison de Charles Dickens, où elle a imaginé les personnages de David Copperfield prendre vie. Camille, elle, montre à son père un croquis qu'elle a réalisé de la Tamise au crépuscule, les reflets des lumières dansant sur l'eau comme une aquarelle vivante. Pierre, observant ses filles avec une fierté silencieuse, ressent une gratitude profonde pour ces moments où leur curiosité éclaire leur chemin. Il pense à Élise, sa femme, qui les attend à Paris,
et anticipe leur retrouvaille avec un sourire. À la porte d'embarquement, une hôtesse nommée Clairette, au sourire éclatant et à l'uniforme impeccable, les accueille avec une courtoisie exemplaire. « Bienvenue à bord, monsieur Dubois, mesdemoiselles, » dit-elle, jetant un regard complice aux jumelles. « J'espère que vous avez aimé Londres ?» Camille, ravie, répond « C'était magique. » Claire ajoute, plus posée, « On a appris tellement de choses. » Pierre, reconnaissant l'attitude chaleureuse de Clairette, hoche la tête. « Merci pour votre accueil. » Dans la cabine de première classe, l'atmosphère est apaisante. Les sièges moelleux, les hublots offrant une vue sur les pistes baignées de lumière matinale, tout contraste avec la tension du vol aller. Claire s'installe avec un exemplaire de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, ses doigts caressant les pages comme un trésor. Camille, fidèle à son carnet, commence à dessiner le profil de Big Ben, qu'elle a admiré lors d'une promenade près de Westminster. Pierre, quant à lui, consulte discrètement son téléphone, où un courriel d'Antoine Moreau, le directeur exécutif d'Étoile d'Azur, l'attend. Antoine confirme que Margot a été convoquée, qu'une lettre d'avertissement a été ajoutée à son dossier et qu'elle a entamé une formation sur la diversité et le respect. Pierre hoche la tête, satisfait. Il sait que son entreprise prend ces questions au sérieux, mais il ressent aussi une pointe de mélancolie en pensant aux passagers qui, sans son influence, pourraient subir un traitement similaire sans recours. Il range son téléphone, décidé à se concentrer sur le moment présent, sur ses filles et sur la promesse d'un retour paisible. À Paris, Élise attend à l'aéroport Charles de Gaulle, un livre de Simone de Beauvoir sous le bras, son regard scrutant les portes des arrivées. Lorsque Claire et Camille surgissent, leur visage rayonnant, elle se précipite dans ses bras, parlant toutes les deux en même temps. « Maman, on a vu la Tour de Londres !» s'exclame Camille. « Et la British Library, c'était incroyable !» ajoute Claire. Élise, riant, les serre contre elle, ses yeux cherchant ceux de Pierre, qui se tient en retrait, un sourire discret aux lèvres. « Tout s'est bien passé ?» demande-t-elle, une question à double sens. Pierre hoche la tête, un regard rassurant. Quelques turbulences, mais rien d'insurmontable. Dans la voiture, alors que les valises s'entassent dans le coffre, les jumelles continuent de raconter leurs aventures. Les bus rouges, les fish and chips croustillants, les comédies shakespeariennes au Globe Théâtre. Élise écoute, émue, tandis que Pierre conduit, les rues de Paris défilant sous un ciel d'automne doux. Quelques jours plus tard, de retour dans leur appartement haussmannien du 6 arrondissement, Pierre reçoit une lettre inattendue. Elle est signée de Margot Lefebvre. Dans un style formel, presque solennel, elle s'excuse pour son comportement lors du vol aller. « Monsieur Dubois, » écrit-elle, « j'ai réalisé que mes actions étaient motivées par des préjugés que je n'avais pas pleinement reconnus. J'ai entamé une formation sur la diversité et je m'engage à changer ma manière de travailler. Je vous remercie de m'avoir, sans le savoir, montré où je devais m'améliorer. » Pierre, assis dans son bureau, lit la lettre avec une attention mesurée. Il la partage avec Élise et les jumelles, réunies autour de la table du dîner. Claire, toujours analytique, fronce les sourcils. « Tu crois qu'elle est sincère, papa ?» demande-t-elle. Camille, plus intuitive, ajoute. Elle a l'air de regretter. Mais est-ce qu'elle aurait écrit ça si elle n'avait pas été obligée? Pierre, pesant ses mots, répond. Ce qui compte, c'est qu'elle reconnaît son erreur. Changer, c'est difficile. Si elle est sincère, elle traitera mieux les prochains passagers. C'est l'essentiel. Cette conversation marque un tournant pour les jumelles. Assises dans leur salon, entourées de souvenirs de Londres, un magnet de la Tour de Londres, un carnet rempli de croquis, une pile de photos prises par Claire, elles réfléchissent à l'incident. Claire, inspirée par ses lectures de Montaigne, note dans son journal « Les préjugés sont comme des lunettes déformantes. Ils nous font voir ce qu'on veut, pas ce qui est. » Camille, elle, traduit ses pensées en un dessin, une silhouette floue dans un avion, entourée de regards scrutateurs, mais tenant un pinceau lumineux. Pierre, observant leur maturité croissante, ressent une fierté profonde. Il sait que cette expérience, bien que douloureuse, leur a appris une leçon précieuse. La dignité ne dépend pas du regard des autres, mais de la force intérieure. Une semaine plus tard, lors d'une promenade dans le Marais, Pierre croise par hasard Madame Véronique, la passagère qui avait assisté à l'incident à bord. Vêtue d'un manteau en cachemire et d'un béret élégant, elle le reconnaît immédiatement. « Monsieur Dubois !» s'exclame-t-elle, son accent parisien chantant. « Je voulais vous dire combien j'ai admiré votre retenue face à cette hôtesse. J'ai écrit à Étoile d'Azur pour signaler son comportement. Ce n'était pas acceptable. » Pierre, touché par son geste, sourit. « Merci, madame. Votre soutien compte beaucoup. J'espère que cela contribuera à améliorer les choses. » Véronique hoche la tête, satisfaite. « Vous savez,
À Paris, on apprend à défendre ce qui est juste. Bon voyage, où que vous alliez. Cette rencontre, fortuite mais significative, renforce la conviction de Pierre que chaque voix, même celle d'une inconnue, peut faire une différence. À l'école, Claire et Camille organisent une petite exposition pour partager leur voyage avec leurs camarades. Dans une salle prêtée par leur professeur d'histoire, Claire présente un essai sur l'histoire britannique, mêlant des références à Hugo et à Dickens, avec ses observations de Westminster. Camille, de son côté, expose une série de croquis. La Tamise, Big Ben, un musicien de Covent Garden. Leurs amis, impressionnés, posent des questions, tandis que leur professeur, Madame Lefebvre, une coïncidence ironique avec le nom de l'hôtesse, félicite leur créativité. Élise, présente à l'exposition, prend des photos, son regard brillant de fierté. Plus tard, autour d'un dîner familial, elle demande aux jumelles: « Qu'est-ce que ce voyage vous a appris ?» Claire répond: « Que le monde est grand, mais qu'il y a toujours des gens qui veulent le rendre plus petit avec leur jugement. » Camille ajoute: « Et qu'on peut répondre à ça avec ce qu'on crée, ce qu'on apprend. » Pierre échange un regard avec Élise, un sourire complice. Leur éducation, ancrée dans les valeurs françaises de liberté et de respect, porte ses fruits. Pendant ce temps, à Étoile d'Azur, les retombées de l'incident continuent. Antoine Moreau, après avoir supervisé la formation de Margot, demande un rapport sur son comportement. Les retours sont encourageants. Margot, bien que secouée par la réunion, semble prendre la formation au sérieux. Lors d'un vol récent, elle a surpris ses collègues en s'adressant à une famille en classe économique avec une amabilité inhabituelle, s'assurant que leurs enfants avaient des coloriages pour s'occuper. Sophie, l'hôtesse qui avait témoigné, confie à Isabelle: « Je crois qu'elle commence à comprendre. Elle parle moins de standing et plus de respect. » Antoine, satisfait, envoie un courriel à Pierre pour l'informer des progrès. « Monsieur Dubois, écrit-il, nous avons pris des mesures fermes. Margot suit une formation approfondie et nous surveillons son comportement. Merci pour votre patience. » Pierre, lisant le message, ressent un mélange de soulagement et d'espoir. Il sait que le changement prend du temps, mais il croit en la capacité des gens à évoluer. Quelques semaines plus tard, Pierre embarque seul pour un vol d'affaires vers Genève. Installé en première classe, il observe l'équipage avec une attention discrète, comme à son habitude. Une jeune hôtesse, nouvelle recrue, lui offre un café avec un sourire sincère. « Tout va bien, monsieur ?» demande-t-elle, son ton chaleureux. Pierre hoche la tête, reconnaissant en elle l'esprit qu'il veut voir dans sa compagnie. Il pense à Claire et Camille, qui préparent une présentation pour leur classe sur leur voyage, leur rire résonnant encore dans ses souvenirs. Il pense aussi à Margot, à sa lettre d'excuse, à la formation qu'elle suit. À travers le hublot, les lumières de la piste scintillent, rappelant à Pierre les étoiles qui ont inspiré le nom d'Étoile d'Azur. Il se remémore une phrase de Saint-Exupéry qu'il a lue autrefois. « Ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. » Cette vérité, il l'a vue incarnée dans ses filles, dans leur résilience face aux préjugés, dans leur soif d'apprendre. De retour à Paris, la vie reprend son cours. Claire, inspirée par son voyage, commence à écrire une nouvelle, mélangeant ses observations de Londres avec des réflexions sur l'identité et la justice. Camille, elle, travaille sur une toile ambitieuse, une vue abstraite de la Tamise où les couleurs se mêlent comme des émotions. Élise, toujours leur rock, les encourage, tandis que Pierre, plongé dans ses responsabilités de chef d'entreprise, veille à ce que les valeurs d'Étoile d'Azur, respect, équité, excellence, restent intactes. Un soir, il reçoit un dernier courriel d'Antoine, confirmant qu'aucune autre plainte n'a été déposée contre Margot. « Elle semble avoir changé », écrit-il. « Votre plainte a été un électrochoc. » Pierre, rangeant son ordinateur, sourit. Il pense à ses filles, à leur avenir, à ce monde qu'il veut leur laisser, un monde où chaque passager, qu'il soit en jean ou en costume, est traité avec dignité. Le chapitre se clôt sur une image paisible. La famille Dubois, réunie dans leur salon, partage un dîner de soupe à l'oignon et de tarte aux pommes, riant des anecdotes de leur voyage. À travers la fenêtre, les lumières de Paris scintillent, un écho des étoiles qu'ils ont suivies à Londres. Claire et Camille, marquées par leur expérience, savent désormais que le monde peut être injuste, mais que la réponse réside dans la persévérance, la créativité et la foi en soi. Pierre, fidèle à ses principes, continue de guider Étoile d'Azur avec une main ferme mais juste, convaincu que chaque interaction, même à 30 pieds d'altitude, peut être une leçon. Quant à Margot, son chemin de rédemption, bien que difficile, montre qu'un regard peut changer,
qu'une erreur peut devenir une opportunité. Dans les airs comme sur terre, un seul moment de vérité peut transformer une vie, un vol à la fois. L'histoire de Pierre Dubois et de ses filles jumelles, Claire et Camille, confrontées à l'attitude discriminatoire de l'hôtesse Margot Lefebvre lors de leur vol en première classe avec Étoile d'Azur, est bien plus qu'un simple récit de voyage. Elle touche à des thèmes universels, les préjugés, la dignité, la résilience et la capacité de changer, qui résonnent profondément dans le contexte de la culture française, où l'égalité, la liberté et le respect de l'individu sont des piliers fondamentaux. En tant que Français, nous valorisons l'idée que chacun mérite d'être jugé pour ce qu'il est, non pour ce qu'il semble être, et cette histoire illustre avec force comment ces valeurs peuvent être mises à l'épreuve dans les interactions quotidiennes. À travers une analyse approfondie, je souhaite partager mes sentiments sur cette histoire et les leçons qu'elle nous enseigne, applicables à notre propre vie, tout en respectant l'esprit de réflexion et de nuances chères à la pensée française. Le personnage de Pierre Dubois incarne une qualité rare dans notre société moderne, l'humilité. Propriétaire d'une compagnie aérienne prospère, il choisit de voyager sans ostentation, préférant l'anonymat pour observer le monde tel qu'il est, sans le filtre de son statut. Cette retenue, presque philosophique, rappelle les idées de Montaigne, qui prônait l'examen de soi et des autres avec un regard dépourvu de vanité. Pierre aurait pu révéler son identité pour mettre fin immédiatement à l'attitude de Margot, mais il opte pour une approche patiente, confiant en la justice et en la capacité de son entreprise à corriger ses erreurs. Ce choix m'a profondément touché, car il montre une force intérieure qui ne repose pas sur le pouvoir ou la domination, mais sur la conviction que la vérité finit toujours par émerger. Dans la vie quotidienne, nous pouvons tirer une leçon de cette attitude. Combien de fois sommes-nous tentés de revendiquer notre statut, nos réussites ou nos droits pour imposer notre point de vue? Pierre nous enseigne qu'il est parfois plus puissant de rester discret, d'observer et d'agir avec mesure. En France, où le débat et la confrontation verbale font partie de notre culture, cette retenue peut sembler contre-intuitive. Pourtant, elle reflète une sagesse pratique. En laissant les autres révéler leur caractère, nous apprenons davantage sur eux et sur nous-mêmes. Appliqué à nos relations professionnelles ou personnelles, ce principe nous invite à privilégier le dialogue et la patience, même face à l'injustice, plutôt que de chercher une victoire immédiate. L'expérience des jumelles, Claire et Camille, face au regard scrutateur de Margot, est un rappel poignant de la douleur que peuvent causer les préjugés. Leur jeunesse, leurs vêtements décontractés, leur enthousiasme juvénile ont été jugés comme incompatibles avec l'image que Margot se faisait de la première classe. Ce jugement, basé sur des apparences superficielles, a blessé les filles, les faisant douter de leur légitimité. En tant que Français, nous sommes particulièrement sensibles à cette question, car notre histoire, marquée par les idéaux de la Révolution, nous pousse à rejeter toute forme de discrimination. Pourtant, cette histoire montre que les préjugés, même subtils, persistent dans les interactions quotidiennes, même dans un pays qui prône l'égalité. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont Claire et Camille, malgré leur jeune âge, ont réagi avec une dignité remarquable. Elles n'ont pas répondu à Margot par la colère ou l'amertume, mais ont cherché à comprendre, posant des questions à leur père et poursuivant leur voyage avec curiosité. Cette résilience m'inspire. Elle me rappelle que la dignité n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par la manière dont nous nous tenons face à l'adversité. Dans nos vies, nous serons tous, à un moment ou à un autre, confrontés à des jugements injustes, que ce soit sur notre apparence, notre origine ou nos choix. L'histoire des jumelles nous encourage à répondre par la confiance en nous-mêmes, à continuer d'avancer sans laisser les préjugés des autres définir notre valeur. En France, où l'élégance et l'apparence jouent un rôle important dans les interactions sociales, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous sommes parfois prompts à juger sur la base d'un style vestimentaire ou d'un comportement, oubliant que l'essence d'une personne réside dans son caractère et ses actions. Appliquons cette leçon dans nos cercles sociaux. Au lieu de cataloguer rapidement un collègue, un voisin ou un inconnu, prenons le temps de découvrir son histoire. Comme Pierre l'a dit à ses filles, « Ce n'est pas votre faute, mais la leur ». Cette phrase, simple mais puissante, nous rappelle de ne pas internaliser les jugements d'autrui. L'évolution de Margot Lefebvre est l'un des aspects les plus émouvants de l'histoire. Au début, son comportement reflète une rigidité ancrée dans des préjugés inconscients. Hériter peu, être d'années passées à associer la première classe à un certain type de voyageur. Pourtant, lorsqu'elle est confrontée à ses erreurs, à travers la plainte de Pierre et la réunion avec Antoine et Isabelle, elle entame un chemin de rédemption. Sa lettre d'excuse, bien que formelle, montre une volonté de changer,
et les rapports ultérieurs confirment qu'elle adopte une attitude plus respectueuse envers les passagers. Ce parcours, bien que difficile, est une ode à la capacité humaine de se transformer. En France, où la réflexion philosophique et l'auto-analyse sont valorisées, l'histoire de Margot résonne comme un écho des idées de Sartre ou de Camus qui insistaient sur la responsabilité individuelle de se réinventer. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui compte, c'est notre volonté de les reconnaître et de grandir. Cette leçon s'applique à tous les domaines de la vie. Au travail, où nous pouvons apprendre à écouter nos collègues au lieu de les juger. Dans nos familles, où nous pouvons pardonner plutôt que de cultiver des rancunes. Et dans nos communautés, où nous pouvons bâtir des ponts plutôt que des murs. Margot nous rappelle que le changement est possible, mais qu'il exige de l'humilité et un effort sincère. L'histoire met également en lumière l'importance d'une culture d'entreprise fondée sur l'équité, un principe cher à la France, où les droits des travailleurs et des clients sont protégés par des lois rigoureuses. Étoile d'Azur, sous la direction de Pierre, incarne cet idéal. La plainte est traitée rapidement. Margot est formée pour corriger ses erreurs, et des mesures sont prises pour éviter que cela ne se reproduise. Ce système reflète une valeur française essentielle. La justice doit être accessible à tous, sans distinction. Dans nos propres vies, nous pouvons nous inspirer de cet exemple en créant des environnements, au travail, à l'école, dans nos associations, où chacun est traité avec respect, où les erreurs sont corrigées avec fermeté mais bienveillance. Madame Véronique, la passagère qui a soutenu Pierre en signalant l'incident, incarne une autre facette de la culture française, l'engagement citoyen. À Paris, nous sommes fiers de notre tradition de débat public, de prise de parole pour défendre ce qui est juste. Son geste, discret mais puissant, montre que chacun peut contribuer à améliorer le monde. Même par une simple lettre. Cela m'inspire à être plus attentif aux injustices autour de moi, à ne pas rester silencieux face à un comportement inapproprié, que ce soit dans un café, un métro ou un bureau. Comment intégrer ces leçons dans notre quotidien? D'abord, cultivons l'humilité de Pierre. Plutôt que de chercher à imposer notre point de vue, écoutons, observons et agissons avec mesure. Ensuite, face aux préjugés, adoptons la dignité de Claire et Camille. Ne laissons pas les jugements des autres nous définir, mais continuons à poursuivre nos passions avec confiance. Enfin, comme Margot, ayons le courage de reconnaître nos erreurs et de nous améliorer. En France, où l'introspection est une tradition, nous pouvons tous nous poser la question. Quels préjugés portons-nous sans le savoir? Comment pouvons-nous devenir de meilleures versions de nous-mêmes? Dans nos interactions quotidiennes, cela peut se traduire par des gestes simples. Sourire à un inconnu dans le métro, écouter un collègue sans préjuger de ses idées, ou s'excuser sincèrement lorsque nous nous trompons. À une époque où les divisions sociales sont amplifiées par les réseaux sociaux, l'histoire de Pierre et de ses filles nous rappelle l'importance de l'empathie et de la justice, des valeurs ancrées dans l'âme française. Cette histoire, riche en émotions et en enseignements, nous invite à réfléchir à notre propre comportement et à celui des autres. Elle nous rappelle que chaque interaction, même la plus banale, peut être une occasion de faire une différence. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti l'injustice subie par Claire et Camille ou admiré la retenue de Pierre, alors partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo pour qu'elle inspire d'autres personnes et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits pleins de cœur et de leçons. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie de l'histoire vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû surmonter des préjugés? Vos voix comptent et ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste, une interaction à la fois. Merci de nous rejoindre dans ce voyage et à bientôt pour d'autres histoires qui font réfléchir et grandir.